je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Mon invité du jour est Kevin Vessières. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous présenter votre livre Football Club Géopolitique, qui est un ouvrage découpé en petits chapitres qui peuvent être lus de manière indépendante. Il est question de la création de l'UEFA, c'est d'actualité puisque cet été se déroule l'Euro de football en Europe, et c'est d'autant plus d'actualité que le sport et le football en particulier sont étroitement liés à des questions géopolitiques, et tout particulièrement en ce moment avec la guerre qui sévit en Ukraine. Quelle a été votre démarche pour écrire ce livre ? Cette démarche, en fait, elle émane d'une création d'un blog et d'une page que j'ai fait sur les réseaux sociaux qui s'appelait Football Club Géopolitics. Parce que pour moi, en fait, c'est par le football et le sport que c'était une porte d'entrée vers la géographie et l'histoire. Et j'ai voulu en faire le prolongement sur les réseaux sociaux. Et donc après, avec l'engouement qu'il y a eu autour de ce compte, j'ai pu transformer cela en différentes histoires dans ce livre, où l'idée, c'est effectivement de mieux décrypter les enjeux internationaux, mais pas par un prisme, on va dire, pas par le politique ou la diplomatie, mais plutôt par le prisme du sport, parce que c'est finalement plus universel, et puis on peut comprendre pas mal de questions à travers les événements sportifs. On peut vous suivre encore sur les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Oui. Quelle est l'adresse ? Alors c'est Football Club Géopolitics, et donc il y a un blog, il y a aussi un compte X, anciennement Twitter, qui est associé, et un compte Instagram aussi. Et alors dans votre ouvrage, vous évoquez la création de l'Euro, donc c'est la compétition européenne de football qui se déroule cet été en Allemagne, et qui est une idée, on apprend, qui vient d'un Français. Est-ce que vous pouvez revenir sur la création de cette compétition ? Oui, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette compétition de l'Euro, elle se crée après la Seconde Guerre mondiale, donc finalement dans le prolongement d'une construction européenne diplomatique et économique, puisqu'il y a la création effectivement du Conseil de l'Europe, aussi de la Communauté économique du charbon et de l'acier en 52. Et donc dans ce prolongement-là, vous allez avoir la création de l'UEFA, donc qui est initiée effectivement par un Français qui est Henri Delaunay, qui est le président de la Fédération française de football, qui avait déjà en tout cas cette idée de création d'Union européenne par le football avant la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'avait pas pu se faire. Et là, avec cet élan, effectivement, eh bien, il va pouvoir se réunir notamment avec Otto Barazini et José Crae, donc un Italien et un Belge, pour impulser en tout cas cette création-là qui va avoir lieu dans la ville de Bâle en Suisse en 1954, avec effectivement cette volonté d'unir le football européen autour d'une association, mais aussi il y a des tractations politiques, notamment au niveau de la FIFA, qui est la Fédération internationale de football. Et là, vous avez les Sud-Américains qui prennent de plus en plus de poids, notamment parce que vous aviez la finale de la Coupe du Monde 1950 où vous avez eu Uruguay-Brésil, et donc pas de nation européenne en finale de Coupe du Monde. Donc, face à ça, les différentes nations européennes ont décidé de s'unir par le football pour aussi avoir plus d'influence dans les décisions de l'UEFA. Ça a été une réussite parce que finalement aujourd'hui l'épicentre du football mondial c'est l'Europe. Tout le monde veut jouer en Europe, à quelques exceptions près. Maintenant il y a quelques transferts vers l'Arabie Saoudite, tout ça, mais tous les grands joueurs viennent en Europe. Donc finalement ça a été une réussite cette démarche. Oui, après ils ont eu effectivement plus de poids, et c'est vrai que maintenant aussi c'est une fédération importante de laquelle la FIFA ne peut pas se passer de l'avis, en tout cas du président de l'UEFA. Et c'est vrai que en tout cas l'intérêt premier, c'était plus celui-là, plutôt que de créer forcément un euro qui interviendra après, donc en 1960, notamment du fait de la réussite et de l'engouement populaire autour de l'ancêtre de la Ligue des Champions, qui est la Coupe d'Europe des clubs, là qui a été initiée aussi par un Français, Gabriel Hano, mais du journal L'Équipe, donc c'est pas, en tout cas par Henri Delaunay. Et face à cet engouement, le fait que la finale Real Madrid-Fiorentina en 57, vous avez plus de 100 000 personnes au stade de Santiago Bernabéu, l'UEFA se dit qu'ils peuvent peut-être aussi créer une compétition des nations européennes, et en tout cas pouvoir renforcer aussi la dynamique et que les différentes nations se jouent l'une contre elles et se préparent peut-être mieux aux échéances de la Coupe du Monde et en remporter une. Alors le foot aujourd'hui se plie et c'est toujours plié aux exigences idéologiques du moment. Vous l'expliquez, dans les années 30, ça s'est passé comme ça. Avec l'Union soviétique, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une pensée dominante sur l'antiracisme, les mouvements LGBT. Est-ce que tous ces éléments un peu idéologiques, ce serait pas un frein justement à l'universalisme du football, puisque notre perception du racisme ou de ces questions dites LGBT ne vont pas du tout être
considéré de la même manière en Afrique ou en Europe? Est-ce que tous ces éléments qui sont finalement très polémiques, très politiques et très idéologiques ne sont pas un frein à cet aspect universel qui devrait peut-être être le plus important dans le football? Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas pour la FIFA, parce que vous étendiez un peu plus largement, elle est mise en difficulté par rapport à ces questions-là, notamment si elle veut toujours plus universaliser son sport et notamment l'organiser dans des pays qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que les démocraties occidentales. Et ça s'est révélé en tout cas avec le cas du Qatar, où après, c'est aussi pour ça que c'est compliqué pour la FIFA, parce que dans sa communication, il y a beaucoup de communication autour de l'inclusion, notamment sur l'antiracisme, sur l'inclusion aussi pour les communautés LGBT, mais qu'après, derrière, effectivement, quand c'est organisé par un pays hôte qui a aussi ses valeurs et ses lois, la FIFA ne peut pas, en tout cas, reproduire la communication qu'elle a envie sur ce domaine-là, et donc c'est pour ça que vous avez des tentatives de boycott, notamment au niveau des démocraties occidentales, parce qu'on comprend pas, en tout cas, pourquoi est-ce que la FIFA, d'un côté, dit ce discours-là, et puis après, ce n'est plus ce discours-là, mais effectivement, ça se confronte à la problématique de l'universalisme du sport et du fait que on ne peut pas faire aujourd'hui que des compétitions internationales en Europe, quoi. Une petite question polémique. Dans votre livre, il y a des choses qui peuvent prêter à polémique selon les opinions de chacun sur notamment l'émancipation de certains États comme la Croatie ou le territoire du Kosovo. Vous évoquez le cas du FLN aussi, qui était une organisation terroriste, qui s'est servi aussi du football pour défendre l'indépendance de ce qui deviendra l'Algérie indépendante. Il y a un absent. Après, votre livre vient de sortir, donc en termes de temps, ça n'a pas forcément été possible. Vous ne parlez pas de la question d'Israël, parce que la Russie est suspendue pour l'euro. Israël fait partie des pays qui peuvent intégrer l'euro. On reviendra dessus d'ailleurs sur ces pays qui sont pas européens et qui peuvent jouer l'euro. Pourquoi l'UEFA ne suspend pas Israël alors qu'il suspend la Russie? Parce qu'après, au niveau du contexte, l'UEFA a pris cette décision parce que ça a émané en tout cas d'une recommandation du CIO, donc le Comité international olympique, qui du coup a recommandé à toutes les fédérations internationales sportives, donc à la FIFA aussi, à l'UEFA, d'exclure les athlètes et les équipes représentant la Russie juste après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce à quoi, pour l'instant, le CIO en tout cas n'a pas fait cette recommandation-là. Et c'est vrai que pour l'UEFA et la FIFA, dès qu'il y a une décision véritablement politique à prendre, ils veulent plutôt rester dans leur champ neutre, et c'est vrai que c'est le CIO qui, sur la question de la Russie et l'Ukraine, a finalement pris une position assez exceptionnelle, puisque c'est vraiment le CIO qui a été la première initiatrice de cette démarche. Après, dans le livre, par contre, ce que j'évoque, c'est un cas intéressant, c'est l'Euro 92. Vous parlez en tout cas de la Yougoslavie. Vous aviez les guerres de Yougoslavie. Et vous avez la Yougoslavie qui va bombarder la ville de Sarajevo en avril 92. Et suite à ce bombardement, l'ONU va prendre une résolution qui va être votée par les États membres. Et là, cette résolution, il y a un paquet de sanctions, notamment une sanction sportive, invitant les États membres à ne pas recevoir les athlètes ou les équipes représentant la Yougoslavie. Et donc, vu que c'est voté par les États membres, eh bien, vous allez avoir une conséquence, notamment la Yougoslavie qualifiée pour l'Euro 92, qui ne va être exclue à quelques jours de la compétition et remplacée par le Danemark, qui, ça c'est l'anecdote intéressante que j'évoque dans le livre, qui ensuite, cette invité surprise, va remporter. Ouais, ça, c'est un peu la belle histoire dans le drame. Voilà, c'est cette histoire de la sélection danoise qui n'était pas qualifiée, qui finalement va remporter. C'est ça. 10 jours avant le début de la compétition, ils ne savaient pas qu'ils étaient qualifiés. Bon, après, voilà, ils vont un peu avoir cette image de touristes qui vont coller à leur peau, d'ailleurs. Mais bon, ils étaient quand même, en tout cas, encore préparés puisque c'était la fin de la saison, mais ils vont, c'est fait véritablement, en tout cas, le petit poussé de cet Euro 92 qui va remporter la compétition finale. Si on est resté dans la fiction, si la Yougoslavie existait encore depuis, n'avait pas été supprimée, en termes d'équipe, ça serait une des meilleures équipes d'Europe, a priori. Oui, la qualité des joueurs en Serbie, en Croatie, en Bosnie, ils auraient une équipe formidable. Ouais, ce serait une équipe intéressante. Même là, pour le cas de l'Euro 92, l'équipe, en tout cas, avait remporté le titre de football aux Jeux Olympiques de 88 de Séoul. Donc, vous aviez déjà beaucoup de joueurs, en tout cas, qui étaient manifestement présents. Mais, en tout cas, après, cette équipe était aussi comment dire, composé de différents joueurs des différentes fédérations membres de la Yougoslavie. Donc vous aviez effectivement des Croates, des Monténégrins, et donc il y avait effectivement ce côté union qui va finalement peu à peu se désagréger, et vous n'allez plus avoir cette équipe de Yougoslavie par la suite.
Alors, je vais revenir sur la question des États non européens dans l'Europe du foot. C'est quelque chose qui peut étonner, enfin, pour les amateurs de foot ou pour ceux qui ne connaissent pas bien mais qui se rendent compte de ça. C'est qu'on a que ce soit pour l'Euro de football, donc la compétition entre les nations, ou même pour la Ligue des Champions, l'Europa League, donc les compétitions entre clubs, il y a la présence de clubs arméniens, azéris, israéliens, et même turcs, même si la Turquie est une partie infime en Europe. Mais pourquoi ces États participent à des compétitions européennes ? Parce que leurs fédérations nationales en fait ont fait leur demande d'adhésion à l'UEFA et après les États membres de l'UEFA ont en tout cas accepté ces demandes, mais c'est vrai que l'Europe du football dépasse celle de l'Europe diplomatique ou économique puisque vous avez 55 fédérations nationales membres de l'UEFA. Donc effectivement, comme vous l'évoquiez, vous avez Israël, vous allez même jusqu'au Kazakhstan, effectivement aussi les États du Caucase, et vous avez certains pays qui ne sont même pas indépendants puisque vous avez les îles Féroé qui est un territoire autonome danois et Gibraltar qui est un territoire d'outre-mer britannique. Et c'est vrai que là-dessus, vous avez en tout cas, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que le football, notamment en Europe, c'est là où on a le plus de visibilité, c'est là où tout le monde veut participer, parce qu'en plus, si la fédération est membre, après vos clubs peuvent participer aux différentes coupes d'Europe, en tout cas aux différentes tours éliminatoires. Et le cas du Kazakhstan est intéressant parce que finalement, ils étaient présents dans la fédération d'Asie juste après leur indépendance 91. Et à partir des années 2000, ils ont demandé à changer de fédération, notamment pour être beaucoup plus visibles et tenter pourquoi pas de progresser et de pourquoi pas se qualifier pour des prochaines échéances européennes. Ce qui n'a toujours pas été le cas. Par contre. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Ils ont fait une victoire intéressante aux éliminatoires contre le Danemark, mais ils sont encore en tout cas loin de se qualifier, même si l'Euro aujourd'hui est plus élargi, puisque vous avez 24 équipes la seule qualifiées. Équipe non européenne, on pourrait dire sérieuse, c'est la Turquie aujourd'hui. Oui, effectivement. En termes de qualité, en termes de club, mais aussi de sélection nationale. Oui, c'est vrai que dans ce prolongement effectivement d'Europe du football qui dépasse le cadre, on va dire Europe politique, c'est effectivement le cas de la Turquie qui se qualifie régulièrement à la compétition. Et pour la compétition qui vient là, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des scandales qui peuvent naître, puisqu'il y a régulièrement des scandales, des prises de position politiques qui peuvent émailler les tournois. Est-ce que pour ce tournoi, 7 euros en Allemagne, vous pensez qu'il peut y avoir des scandales qui peuvent émerger ? Je pense qu'il peut toujours y avoir la question de l'Ukraine, puisque l'Ukraine est qualifiée pour cette compétition. Et c'est vrai que cette équipe ukrainienne est un certain prolongement aussi du conflit, puisqu'il y a une véritable volonté d'être ambassadeur de la nation ukrainienne, notamment par le sport. Et c'est vrai que de participer à cet Euro, ça va être une tribune importante. On l'a déjà vu lors du précédent Euro, où là vous aviez Russie et Ukraine qui étaient qualifiés, et l'Ukraine s'était en tout cas servi de la compétition pour affirmer des messages politiques, notamment sur leur maillot avec en tout cas la carte de l'Ukraine qui était présente et avec aussi la Crimée qui était présente. La Russie d'ailleurs là-dessus avait fait une protestation au niveau de l'UEFA. L'UEFA n'avait du coup pas sanctionné l'Ukraine et n'avait pas dit de retirer en tout cas cette carte puisque pour eux c'était conforme au droit international. Par contre il y avait une mention sur le col du maillot à des slogans de la manifestation de Maïdan de 2014 et ça par contre l'UEFA a voulu le retirer parce qu'il y avait un message politique, mais on voit toujours que l'UEFA essaye en tout cas d'avoir un jeu d'équilibriste sur cette question-là et de ne pas trop politiser ou en tout cas d'essayer de revenir à une position d'équité ou neutre. Et après le second cas je pense qu'il peut être intéressant à voir parce que les joueurs prennent de plus en plus de positions que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ce sera le cas de la Géorgie puisque vous avez plusieurs joueurs de l'équipe de Géorgie qui pour la première fois est qualifiée, qui ont pris position en tout cas contre la répression du gouvernement géorgien suite aux manifestations pro-européennes. Donc là-dessus, ce sera aussi intéressant à suivre sur le terrain et en dehors pour voir s'il y aura des positions politiques de prise. Et pour revenir au sport plus à la compétition, vous, quel est votre pronostic pour l'Euro ? Qui va gagner l'Euro de football on est toujours supporter effectivement de l'équipe de France, même si ça fait partie d'un des favoris. Après, l'Angleterre est aussi une nation intéressante à suivre, mais ce sera effectivement les différents cadors habituels, surtout avec l'Allemagne qui joue à domicile, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on aura une surprise, comme on l'évoquait avec le Danemark 92 ou la Grèce 2004 Ça, j'y crois moins, mais bon, après... Il y a une petite équipe qui peut faire quelque chose, vous pensez ? Certains disent la Hongrie. La Hongrie, c'est vrai qu'elle, en plus, elle a perdu récemment, mais effectivement, elle peut sortir du lot parce que effectivement, vous aviez une équipe qui n'avait pas perdu depuis de nombreux matchs. Et c'est vrai qu'avec cette compétition, en tout cas, le meilleur troisième des phases de groupe peut être qualifié et aller en huitième de finale. On peut très vite arriver en finale et c'était le cas, en tout cas, du Portugal pour l'Euro 2016, qui était meilleur troisième de son groupe
et qui finalement est arrivé en finale et va remporter le titre. Et le Portugal qui aura dans ses rangs encore Cristiano Ronaldo qui a 39 ans. Donc ça sera aussi l'Euro de record pour certains. Pour le Portugal, ça va être Ronaldo en termes de longévité. En France, il y a Olivier Giroud. Et est-ce qu'il y a d'autres... vous pensez qu'il y a des records qui vont être battus et est-ce qu'il y a des surprises qui nous attendent un peu pour cet Euro? Les principales surprises, c'est effectivement que parfois il y a des nations qui se révèlent, comme vous l'évoquiez avec la Hongrie, ou même on parle beaucoup de l'Autriche qui va jouer notamment contre la France. Ça peut être effectivement ces nations intermédiaires du football, mais qui ont des résultats plutôt cohérents et qui peuvent en tout cas permettre ces différentes surprises. Merci beaucoup Kevin Vessières. Alors je répète, c'est Football Club Géopolitique, paru chez Max Milo, 22 histoires insolites pour comprendre le monde, et ça revient très bien pour ceux qui ont été bercés un peu par le football. Ça donne vraiment ça peut donner des connaissances géographiques comme le faisait le football dans les années 90 quand les enfants suivaient les matchs. Tel pays, telle capitale, et donc ça peut être mis entre les mains d'un enfant, ça convient tout à fait, mais aussi dans les mains des adultes, des curieux et des amateurs de football. Merci beaucoup. Merci.